Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama, avec aujourd'hui cette idée de revenir sur ces deux dernières réunions des deux plus grandes banques centrales de la planète, la Fed et la BCE, qui ont en commun de ne pas avoir dit leur dernier mot face à l'inflation. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bon, Fed et BCE qui n'ont pas du tout opté pour les mêmes choix monétaires, mais qui ont envoyé un message assez commun, assez similaire. Le combat contre l'inflation is not over, n'est pas terminé. C'est pas terminé, il reste des hausses de taux devant nous, et c'est vrai pour la Banque Centrale Européenne, le marché estime que peut-être 50 points de base sont à attendre. Pour la Fed, qui elle a annoncé dans ses projections qu'il y avait aux surprises finalement probablement 50 points de base supplémentaires de hausse de taux en 2023, le marché a été surpris sur cette annonce, et donc oui, le travail n'est pas terminé. Voilà. Jérôme Powell qui était clair là-dessus. Encore une fois, il faudra d'autres hausses de taux pour endiguer l'inflation. Et en même temps, on peut se satisfaire d'une inflation globale aux États-Unis qui est revenue à 4% en glissement annuel au mois de mai. Maintenant, quand on regarde de plus près, c'est ce que fait la Fed sur l'inflation domestique, en excluant donc l'énergie et l'alimentation. On est toujours sur au-delà, 5,2, je ne sais plus 5,3%, mais on est au-delà de 5%. Et donc, quand on a un mandat de 2%, eh bien oui, on se dit qu'il y a encore du boulot. Voilà, donc clairement, il y a une problématique d'inflation et de résilience de cette inflation qui interroge les banquiers centraux. On sort, ou nous sommes dans un cycle de resserrement qui est historique. On parle de plus de 500 points de base, par exemple, aux États-Unis, de hausse de taux en l'espace de 12 mois. 5%. 5%. Et malgré cela, l'inflation résiste. Alors oui, on a vu un cycle de désinflation s'entamer. Elle commence, cette inflation, à baisser dans son chiffre global. Mais si vous regardez l'inflation sous-jacente, donc comme vous l'avez dit, en enlevant l'énergie et l'alimentaire... Et en regardant les salaires, surtout. En regardant les salaires, on se rend compte que cette inflation sous-jacente, qui est vraiment l'inflation qui intéresse les banquiers centraux, elle persiste, elle résiste, elle met du temps à baisser. C'est vrai aux États-Unis, où elle a commencé à se stabiliser, mais elle se stabilise à des niveaux très élevés. Et c'est très vrai en Europe, où là, pour le coup, elle n'a pas commencé à se stabiliser, elle continue à être rampante et elle pose problème. Et vous avez dit le mot-clé dans cette équation problématique pour les banques centrales, les salaires, le coût du travail entretiennent cette inflation et inquiètent les banquiers centraux. En même temps, c'est une bonne chose que les salaires aussi suivent l'inflation en termes de pouvoir d'achat. Donc on comprend bien qu'un nouveau tour de vis monétaire, on parle évidemment de la Fed, est largement ouvert, voire 2 relèvements d'ici la fin de l'année. Donc c'est pas vraiment un mode pause, c'était... Voilà, disons qu'elle a espacé. C'est intéressant parce qu'avant, elle montait ses taux de 75 ou 50 points de base, et puis 25 chaque réunion, parce que ça fait, on avait dit quoi, 10 hausses de taux consécutives. Et là, finalement, elle espace ces hausses de taux. Il n'y a pas vraiment de pause aujourd'hui. On ne peut pas qualifier ça de pause. Elle passe son tour. Alors, c'est une bonne question. On va en savoir plus dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, effectivement, les banquiers centraux, en tout cas dans l'annonce de la Fed, il y a une surprise un peu faucon, c'est-à-dire que finalement, la Banque centrale a des annonces en termes de projection de hausse de taux plus importante que prévu. Le marché s'attendait à ce qu'il y ait moins de hausse de taux. Et donc ça a été un facteur de surprise. Néanmoins, dans le discours du président Powell, il s'est réjoui de certaines choses. Il s'est réjoui de constater que ça y est, l'inflation avait commencé à infléchir un petit peu, premier sujet. Il a aussi constaté, il s'est félicité de la politique qui avait été menée. Et c'est vrai, il y a eu beaucoup de resserrements monétaires depuis plusieurs mois. Ça, c'est un facteur qui devra a priori impacter l'inflation à court et moyen terme. Il y a également aussi une crise du crédit, peut-être que le mot est fort, mais en tout cas un resserrement des conditions du crédit, en particulier aux États-Unis, où le système bancaire est en difficulté, en particulier ces banques régionales et locales qui souffrent. Et donc la combinaison de ces effets a permis à Jérôme Powell, durant la conférence de presse et les questions-réponses, d'être un petit peu moins dramatique que les annonces initiales et de rassurer un petit peu sur la trajectoire. Le message, malgré tout, que ce soit d'ailleurs côté Fed ou côté BCE, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales sont rivées sur les données macro, les données en particulier de l'inflation. Extrême dépendance pour chaque réunion
aux données économiques. Exactement. Et là, aujourd'hui, malgré par exemple cette hausse des projections que la Fed nous a servi, il s'est empressé de dire que, en fonction des données qui allaient être publiées dans les mois qui viennent, nous pourrions voir des ajustements dans ce cycle de hausse des taux. Donc là, vraiment, on est à un point où une grosse partie du travail a été fait par les banques centrales et les banquiers centraux voudraient voir un petit peu le résultat. On sait qu'il y a un effet délai entre une hausse de taux et son impact sur les économies. Et aujourd'hui, d'où cette idée de pause, on a envie d'appuyer sur pause, de regarder dans quelle mesure ces hausses de taux ont eu un impact sur l'inflation. Ce qui est vrai, Raphaël, c'est que malgré ces 10 hausses de taux et malgré, encore une fois, des taux qui sont à plus de 5% aux États-Unis, la consommation, l'emploi, tout ça tient bien aux États-Unis. Ça résiste face à cette thérapie monétaire de choc. On nous parle de récession depuis très longtemps. La récession, elle n'est pas imminente, on ne la voit toujours pas. La récession n'est pas évidente. Et elle alimente l'inflation, le lien c'est qu'elle alimente l'inflation évidemment. Paradoxalement, évidemment, on se réjouit de la résilience des économies et des consommateurs, mais c'est vrai que quand on combat l'inflation, un très bon moyen de combattre l'inflation, c'est de détruire de la demande, faire en sorte qu'on consomme moins. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc ça complique effectivement le problème. On peut estimer que les banquiers centraux aujourd'hui font face à 3 problèmes qui les handicapent, on va dire, dans leur combat contre l'inflation. Le premier problème, c'est un problème de crédibilité. Le marché écoute moins ce que racontent les banquiers centraux. Ils se sont un peu décrédibilisés ces 12-24 derniers mois. Souvenez-vous, ils ont raté cette hausse de l'inflation. Ils ont très rapidement dit que c'était une inflation temporaire et qu'elle allait rapidement rentrer dans son lit. Et finalement, ça n'a pas été le cas, ils se sont trompés. Donc il y a un problème de crédibilité, le marché écoute moins ou n'écoute plus trop ce que disent les banquiers centraux. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a surtout un sujet d'efficacité, et c'est quelque chose que vous suggérez là. On sort d'une période de hausse de taux dramatique, et malgré cela, l'inflation ne baisse pas, ou baisse peu dans sa partie sous-jacente. Comment l'expliquer ? Là, on en arrive vraiment au cœur du problème. C'est-à-dire que cette inflation, elle est structurelle. Elle ne vient pas d'un excès de demande nécessairement, mais elle vient beaucoup de problèmes d'offres. On est dans un monde qui est démondialisé ou qui se démondialise, des chaînes de production qui sont rapatriées, tout ça coûte cher en termes de coûts de production et favorise les hausses de prix. Les pénuries de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre, ça aussi c'est un problème d'offre. Des problématiques autour de l'énergie qui s'est renchérie, le mix énergétique, la transition énergétique, autant de choses finalement qui ne sont pas très sensibles aux politiques monétaires. Et donc face à cela, il y a un vrai problématique d'efficacité. Et puis le dernier problème dont on a parlé aussi, c'est ce problème de délai. On le sait, il faut 6, 12, 18, 24 mois, Madame Lagarde parlait de 18 à 24 mois de délai entre une hausse de taux et son impact potentiel sur l'économie. Donc, il faut attendre. Il faut attendre aussi pour les baisses de taux. Ça ne sera pas cette année. Il l'a répété, répété, Jérôme Powell. Et en même temps, le FOMC prévoit une baisse de taux de 100 points de base en 2024. Quand on regarde les projections de chaque gouverneur de manière anonymisée qui donne sa projection sur le niveau des taux d'intérêt sur 2023-2024, on voit des baisses de taux. Peut-être ça fait plaisir au marché, ça, pour le coup. Oui, le marché essaye de trouver des signes qui montreraient que ça y est, les baisses de taux vont bientôt revenir. Évidemment, ce fameux marché boucle d'or, c'était ce marché des années 2010 où on voyait une inflation mesurée des taux plutôt en baisse et une croissance robuste. C'est le marché idéal pour les actifs risqués et c'est ce que les investisseurs espèrent voir demain. Une croissance qui résiste ou qui reprend son rythme haussier et une inflation qui baisse, qui permet de baisser les taux. Ça, c'est ce que le marché guette. C'est peut-être un petit peu présomptueux, un petit peu trop impatient. Aujourd'hui, on en est très loin et c'est ça le message à retenir de cette semaine de la part des banquiers centraux. Le travail n'est pas terminé. Ils seront déterminés, je cite Mme Lagarde, à faire revenir l'inflation à leur objectif de 2%. On ne parle même plus de réajuster potentiellement cet objectif de 2% à la hausse. Non, on est sur 2% et c'est là où on veut être. Ça va prendre du temps et ils sauront être patients. Donc ça, c'est vraiment le message à retenir de leur discours selon nous. Et aussi garder en tête que, indépendamment d'une hausse de taux de 25 points de base ou pas, ou de 50 points de base, nous sommes dans des politiques qui sont très restrictives aujourd'hui. Et qui vont le rester peut-être un peu plus longtemps que prévu. Qui vont le rester.
auxquels vont se rajouter, se rajoute aujourd'hui même la réduction de la taille des bilans des banques centrales, donc un effet d'aspiration de liquidité du fait que les bilans des banques centrales se réduisent et qui vont impacter aussi les économies. Donc il y a aujourd'hui une politique très restrictive qui va impacter les économies et qui risque de perdurer dans le temps. Donc finalement, peut-être que le débat des 25 points de base, il est déplacé. La réalité, c'est celle-là. Voilà, et réalité aussi pour la BCE, c'est qu'il y aura d'autres hausses de taux. Elle l'a annoncé, Christine Lagarde, quasiment pour le mois prochain. Au mois de juillet, il y aura une hausse de 25 points de base. Elle a redit qu'il n'y ait pas de signe clair que l'inflation sous-jacente avait atteint son pic. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, mais voilà, les choses sont claires quand c'est dit dans la bouche de la présidente de la BCE. On lui reconnaîtra une certaine clarté, une certaine honnêteté. Effectivement, elle est inquiète. Elle a beaucoup d'ailleurs parlé de cette dynamique prix-salaire qui s'inverse un petit peu aux États-Unis où le coût du travail est en train de fléchir, qui est très robuste en Europe. Les salaires continuent d'augmenter, le taux de chômage continue à baisser. Et donc ce risque que les hausses de salaire entretiennent les hausses de prix et vice-versa existe et inquiète Mme Lagarde. C'est quelque chose qu'elle a clairement énoncé hier. Bon, le combat n'est pas fini contre l'inflation, d'autres hausses de taux à venir, donc, et c'est normal pour la BCE puisqu'elle est partie plus tard avec un taux directeur qui est à 3,5, là où les Américains sont dans la fourchette 5,25%. Après, l'impact, c'est la question qu'on se pose évidemment, quelles conséquences, quel impact pour l'épargnant, pour l'investisseur? Très bonne question, difficile à répondre. Ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est que, indépendamment des dynamiques d'inflation, et Dieu sait que le risque de les voir perdurer à des niveaux élevés est grand, on se dirige vers une ère où les taux d'intérêt vont se maintenir à des niveaux plus élevés. Selon nous, chez Tikehau, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on retourne dans le marché de taux extrêmement bas, voire de taux négatifs qui a caractérisé les décennies précédentes. On a probablement changé d'air. On est dans un monde qui se démondialise, qui se bipolarise, où les coûts de production sont en train de se renchérir sur le long terme. Les taux d'imposition remontent, le coût du capital est supérieur. Tout ça aura de l'impact sur l'inflation long terme et sur les politiques de taux d'intérêt. Donc s'habituer à des taux... Pourquoi ça a du bon? Alors, on peut argumenter que des taux très bas et négatifs pendant des années ont probablement déformé l'économie, déformé les marchés, ont créé des bulles spéculatives qui sont en train de se résoudre, voire d'exploser, et que finalement, remettre un coût au capital et remettre un coût aux liquidités, ça permet d'investir de manière plus raisonnable. Et plus saine. Et plus saine. Donc nous, on se réjouit finalement d'un retour à des fondamentaux plus sains, et peut-être d'ailleurs, avec une note positive, qu'on peut imaginer que l'Europe, dans ces conditions, puisse aussi tirer son épingle du jeu. Lorsqu'on regarde en relatif à l'Asie et aux États-Unis, l'Europe a peut-être souffert de ces décennies de mondialisation, de baisse de taux. Elle était moins bien positionnée pour en bénéficier. Peut-être qu'à l'inverse, maintenant que ce changement d'air s'ouvre à nous, l'Europe a des cartes à jouer dans ce nouveau monde. Allez, point de vue signé Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci. Merci David. Valeur ajoutée revient dans quelques jours ici chez vous sur Boursorama.